Bienvenue. Au Gabon, le développement industriel est désormais présenté comme un impératif de souveraineté économique. À l'occasion du Gabon Economic Forum organisé cette semaine à Libreville, les autorités ont réaffirmé leur volonté de transformer localement toutes les ressources issues du sol gabonais. Mais une question centrale se pose. Avons-nous les outils technologiques, les compétences humaines et l'environnement favorable pour réussir cette mutation ? Dans un monde où la compétitivité repose de plus en plus sur l'innovation, comment positionner le Gabon? Quels sont les freins que devons-nous inventer ou repenser pour passer d'un pays extractif à une nation industrielle intelligente? On en parle aujourd'hui durant ce débat du 12-15 avec mes invités, Madame Malika Gado-Dikin, vice-présidente finance de Tech 241. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et avec vous, monsieur Holden Riley Opolombani, fondateur et CEO, directeur général de Ubil Technology. Bonjour à vous. Bolo Samba, bonjour. Bolo Samba. Donc on va commencer simplement avec vous, monsieur Opolombani. Peut-être pour ceux qui nous regardent, qui ne comprennent pas, lorsqu'on parle d'innovation, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans innovation technologique? Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir justement avancer sur ce terrain? Ok, très bien. Merci de me recevoir ou de nous recevoir. C'est nous qui vous remercions. C'est toujours un honneur d'être sur Gabon 24. Donc, lorsqu'on parle d'innovation, et sachant que nous sommes dans le domaine de la technologie, on va dire que ce sont tous les concepts, les outils qui vont nous permettre de pouvoir améliorer le rendement de ce que l'on fait au quotidien. D'accord. Okay? Ça peut être des innovations dans les procédures, des innovations dans les outils techniques, ça peut être des innovations en termes de concepts, en termes de... Vraiment, ce sont tous ces outils-là, tous ces outils qui vont nous permettre de partir d'un état, on va dire, basique, soit traitement de données, soit de travail, même en termes de travail manuel. Donc, de partir d'un état à un état beaucoup plus sophistiqué, avec des rendements beaucoup plus grands dans des délais assez courts. D'accord. Madame Dikin, lorsque j'entends M. Opolombani parler, j'ai l'impression que ça demandera beaucoup d'investissement. Vous êtes vous-même financière, je pense. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre ce niveau justement d'innovation? Alors, pour compléter un peu ce que mon collègue a dit, l'innovation, c'est d'abord la solution. D'accord. C'est d'abord la solution qui vient pour faciliter et améliorer l'existant. C'est là qu'on parle d'innovation. On parle d'innovation lorsqu'une solution n'est pas encore disponible, même si elle existe ailleurs, si elle démarre sur le territoire, on parle d'innovation. Donc, pour pouvoir accéder à cette innovation, il faut du financement. Le financement, il doit être pensé durablement. Et c'est le mot-clé, en fait, c'est le mot durable. Parce qu'en termes d'innovation, il y a beaucoup de pépites, notamment au Gabon. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qui se développent, mais qui n'ont pas la possibilité d'atteindre leur taille critique parce qu'elles n'ont pas le financement. Et c'est quelque chose qui doit être accompagné par la volonté de l'État de faire en sorte que l'innovation soit au cœur de l'industrie et de la stratégie de l'industrie au Gabon. J'écoute ce que vous dites et là j'ai dans mon esprit les établissements scolaires, les universités. Je me dis on ne peut pas innover s'il n'y a pas les hommes qui innovent. Le Gabon, on sait, nous avons une grande partie de la population qui est dans des séries littéraires ou des séries pas forcément techniques et scientifiques. Qui pourra nous permettre de faire cette innovation-là? Alors, il y a beaucoup d'étudiants dans la recherche, mais ils sont mal orientés. Ils sont mal orientés parce qu'ils ne répondent pas aux besoins économiques du pays. Et en fait, pour pouvoir atteindre ce niveau d'innovation qui va en réalité être sur du long terme, c'est depuis les études supérieures qu'il faut orienter les étudiants vers les métiers de l'innovation, vers les métiers de la technologie, pour que l'écosystème tout entier, de bout en bout, c'est-à-dire depuis le travailleur vers le dirigeant, vers les établissements financiers, vers les établissements publics, puisse créer des ponts ensemble. Sinon, il y a un vide entre l'étudiant qui a fait de la lettre, c'est très bien de faire des lettres, mais est-ce que ça répond aux besoins technologiques immédiats? Il y a un petit décalage. Donc l'idée, c'est de travailler avec l'éducation nationale pour orienter les métiers futurs, académiquement parlant, et avoir une orientation vers les métiers dont le Gabon aura besoin. Et pour ça, il faut en fait accompagner dès la source de l'éducation les métiers vraiment innovants.
D'accord. Monsieur Pouloumbani, on comprend qu'il faut de la planification. Donc. Il s'agit donc d'orienter, on va dire, les efforts, que ce soit du gouvernement ou des populations, vers un but clair, précis. Est-ce que c'est ce qui se passe déjà? Et si ce n'est pas le cas, comment on devrait le faire? Ok, de la planification nécessairement. Dans toute œuvre humaine, lorsqu'on veut atteindre de bons objectifs, il faut tout planifier. Okay? Puisque nous sommes dans, on va dire le terme, c'est comment le Gabon peut profiter de l'innovation pour pouvoir être le pays qu'il doit être. Okay? Tout à l'heure, ma collègue parlait de la volonté. Je pense que ça commence d'abord par là, par la volonté. Parce qu'après, on peut avoir les moyens, on peut avoir les hommes. Mais si, entre-temps, il n'y a pas une volonté politique qui veut que l'on innove, une volonté politique qui veut réellement utiliser l'innovation, la technologie pour pouvoir avancer, tout ce que l'on fait après, c'est rien. Aujourd'hui, on comprend que la volonté y est. Aujourd'hui, on voit clairement que le chef de l'État a inséré ça dans son plan de société. Il y a un fort pan sur la digitalisation, sur la technologie. Donc ça veut dire que la volonté, elle est là. On voit clairement depuis quelques mois déjà des décisions qui sont prises sur le projet Gabon Digital, la mise en place des data centers. La volonté est déjà là. C'est quoi un data center pour ceux qui nous regardent? On va dire que les data centers sont les centres de stockage de données. Aujourd'hui au Gabon, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. On a des data centers pour les administrations publiques qui existent, la NFANA, la DGDI, etc. Mais pour nous qui sommes dans le privé, on n'a pas des entreprises au Gabon qui nous permettent de stocker nos données, de mettre nos applications. Et où est-ce qu'on les stocke alors? Actuellement, beaucoup font sur du cloud à l'étranger. On a des fournisseurs à l'étranger qui nous permettent d'héberger ces données. Sauf que pour certains secteurs d'activité, tels que la santé par exemple, la loi exige que les données soient stockées de manière locale. Mais sans data center, on ne peut pas le faire. Donc du coup, on a la volonté déjà, c'est très bien. Et cette volonté, il faut la structurer. D'accord. Il faut la structurer parce que ce n'est pas tout de dire on veut digitaliser. On veut digitaliser quoi? On veut digitaliser comment? En quel temps? Quelles sont les capacités financières, humaines, matérielles qu'on a pour pouvoir digitaliser? C'est lorsqu'on a toutes ces informations qu'on peut structurer un plan clair de digitalisation, d'innovation et tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple de la ressource humaine qui est la base, lorsqu'on a la volonté, il faut des hommes pour pouvoir mettre en œuvre cette volonté. Malheureusement, on a beaucoup d'écoles qui, dans le passé, étaient des écoles de renom, IAI et autres. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver, de trouver des écoles qui peuvent nous permettre... Donc on comprend qu'il faut que ces écoles-là aussi puissent... il faut les remettre à niveau. Il faut les remettre à niveau. Et lorsqu'on dit remettre à niveau, c'est non seulement le contenu des enseignements, mais aussi l'environnement. Comment voulez-vous que des personnes apprennent la technologie si dans leurs écoles, ils n'ont même pas d'ordinateur? Ils n'ont pas de laboratoire informatique. D'accord. Il y a des personnes qui font tout leur cursus universitaire et la première fois qu'elles touchent un ordinateur, c'est en entreprise. Donc, il y a vraiment des bases. Étant diplômés, pourtant dans le domaine. Pourtant dans le domaine. Des gens qui font encore de la programmation sur papier, mais qui ne savent pas réellement ce que ça donne de manière concrète. D'accord. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut structurer. La volonté, elle est là. Ça demande beaucoup de moyens. Malheureusement, c'est ça. La technologie... Le nerf de la guerre. La technologie demande beaucoup de moyens. Parce qu'il faut non seulement la développer, ça demande des moyens. Il faut former des personnes pour pouvoir utiliser cette technologie-là. Ça demande des moyens. Mais surtout, il faut la maintenir et la faire évoluer. Et là aussi, ça demande des moyens. Et très souvent, les responsables d'entreprises ont peur parce qu'ils se disent « Ah, je vais dépenser beaucoup d'argent, je ne pourrai pas supporter. » Or, a priori, c'est censé produire l'inverse. C'est-à-dire vous allez dépenser beaucoup d'argent, mais une fois c'est maîtrisé, c'est des retours sur... Et là, on parle d'investissement. Ouais. Et il y a une question qui m'est souvent revenue sur ce plateau lorsque je reçois des experts, c'est que concrètement, au Gabon, on parle d'investissement, mais on n'a pas forcément des banques d'investissement, c'est-à-dire des banques qui ont pour vocation justement de pouvoir faire ces efforts dont M. Pouloumbani vient de parler. Vous êtes au sein d'une structure Tech 241, je sais que vous réfléchissez à plusieurs aspects liés justement à ces domaines-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, on a effectivement réfléchi au problème du financement sur l'innovation et sur les startups. À vrai dire, le modèle actuel du financement au Gabon n'est pas adapté à l'accompagnement pour ce genre de structure. Pourquoi? Ces structures sont des structures risquées.
Et la culture du risque n'a pas vocation à être chez un banquier. Un banquier, au contraire, son objectif, c'est de limiter le risque au maximum. En effet, et gagner un maximum, oui. Et effectivement, s'assurer que son crédit sera remboursé avec les taux appliqués et dans les délais. Lorsqu'on parle d'accompagnement sur tout ce qui va être innovation, PME, start-up, on doit avoir une capacité d'avoir ce qu'on appelle du capital risque. Et c'est un métier à part entière qui n'a absolument rien à voir avec le métier de banquier. Et c'est quelque chose qui fait un petit peu défaut au Gabon. On manque encore de ce genre de profil qu'on appelle des capital risqueurs qui vont en fait accompagner... Il n'y en a carrément pas ou bien il y en a quelques-uns? Il y en a quelques-uns. On a même au niveau de l'État des structures qui existent déjà sur l'accompagnement du risque, mais ça reste encore embryonnaire. Si on veut atteindre... Est-ce que c'est ce qu'on appelle en anglais des venture capital, c'est-à-dire des gens qui... Alors, le venture capital, c'est ce qu'on appelle les VC, c'est-à-dire que c'est un modèle de financement qui sont soutenus par des fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement-là investissent en général dans des startups innovantes à très fort potentiel de croissance. Et très fort potentiel. Je sens que c'est un mot je sens que la phrase a son sens. OK. En fait, la croissance, c'est la valorisation qui va être multipliée par un facteur X. D'accord. Et les fonds d'investissement VC ont vocation à investir lorsque la structure a, justement, comme je disais, un fort potentiel de croissance, donc x10, x15 en général. Et il existe en fait d'autres types de financement qui vont être, par exemple, dans tout ce qui s'appelle du fonds d'amorçage, c'est-à-dire un fonds de démarrage. On appelle ça encore du early stage, c'est-à-dire que c'est du financement sur des PME, des startups en phase de démarrage, en phase d'idéation, qui ont la possibilité de se crasher si ça ne se passe pas bien, mais ils décident de prendre le risque et de les accompagner sur ce projet-là. D'accord. Voilà. Monsieur Bolombani, je vous écoute et ça me fait penser à certaines choses. Je pense à la Silicon Valley aux États-Unis. J'ai l'impression que, selon les descriptions qu'ils en font, c'est un environnement où les universités, les startups et les banques sont même dans un écosystème et on va dire s'entraident et créent quelque chose afin de produire Facebook, Google, Amazon et compagnie. Est-ce que les défis qu'on a aujourd'hui au Gabon est-ce qu'on peut les relever sans passer par ce genre de structuration? Pour être dans l'entrepreneuriat depuis plus de 15 ans, et surtout dans le domaine de la technologie, personnellement, je pense que oui. Et de manière très rapide en plus. Très rapide. 5 ans, 10 ans, oui. On peut... Parce que dans la technologie, il y a un concept qu'on appelle avantage concurrentiel de la technologie. C'est-à-dire, vous n'êtes pas forcément obligé de recréer la roue. On ne réinvente pas l'eau chaude. D'accord. Mais c'est comment vous utilisez l'existant pour pouvoir rattraper le retard sur les autres. Les autres ont pris peut-être 10 ans ou 15 ans pour avoir la technologie qu'ils ont. Sauf qu'aujourd'hui, cette technologie, elle est là. Nous, en tant que Gabonais, le mindset qu'on doit avoir, c'est comment on prend cette technologie qui existe déjà, on l'adapte à notre écosystème pour rattraper les 10-15 ans. Okay. Voilà pourquoi je dis on peut le faire de manière très rapide parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent. Aujourd'hui, j'ai vu, on parle beaucoup des industries extractives, okay, qui doivent reprendre, on va dire, du boom. Mais aujourd'hui, vous avez des drones qui font toutes les études pour des cabinets. Là, il y a la question, est-ce qu'on a des Gabonais qui ont des entreprises qui fabriquent des drones? Bien sûr. Bien sûr. Pas qui exploitent, qui fabriquent, je dis. Bon, fabriquer pas encore, mais il y a une entreprise au Gabon qui fait le montage de drones et des drones assez performants qui peuvent justement répondre déjà à une partie du problème. D'accord. Donc, si on investit dans cette entreprise, par exemple, il y a la possibilité de la faire passer de là où elle est présentement et de la manière de notre dimension technologique. Exactement. Maintenant, l'autre approche, en fait, c'est de se dire, l'innovation, ce n'est pas forcément de dire que le Gabonais doit créer. Non, pas forcément. C'est pas forcément nous qui devons innover. C'est pas forcément nous qui devons innover, non. D'accord. Je ne sais pas si les Gabonais qui nous regardent seront d'accord avec ça, mais, voilà. Mais oui, allez-y, oui. C'est pas forcément, par exemple, aujourd'hui, quel serait pour moi l'intérêt de créer un Facebook 2 à la gabonaise? Ça dépend si vous avez des idées qui vont dans le même sens. On a du côté du Nigeria, du Ghana, en Corée. On a Alibaba en Chine. Je parle de l'environnement. Parce qu'il faut d'abord voir la réalité de notre environnement. Comme tout à l'heure, je disais, on n'innove pas pour innover. On innove parce qu'on va atteindre des objectifs bien clairs. Et dans l'innovation, ça ne veut pas dire que forcément vous devez créer. Vous pouvez on prend le cas de la Chine par exemple.
On a vu ce qu'ils ont fait avec Boeing. Oui, en effet. Vous connaissez l'histoire? Oui. Ils sont allés, ils ont acheté des équipements. Ce n'est toujours pas prouvé. Ce n'est Non, pas prouvé. C'est prouvé. Est-ce que c'est prouvé qu'ils ont réellement copié le modèle de Boeing? Non, pas qu'ils ont copié. C'est ça justement où vient l'innovation. Ils avaient besoin de certaines choses et ils ne pouvaient pas rattraper le retard des autres. Ils sont allés, ils ont pris la technologie, ils ont pris le produit final. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, non, mais c'est ça la réalité. Ils ont pris le produit final, ils l'ont dépiécé, ils ont compris et ils ont adapté la réalité à leur concept. Aujourd'hui, c'est devenu des producteurs de Boeing. C'est un peu ça l'innovation. Pour nous, par exemple, qui faisons dans le développement... Donc vous considérez qu'on devrait aller prendre l'existant ailleurs ce que je dis, et reproduire et mettre notre touche dans ce qu'on aura reproduit? Non, ce que je dis, c'est qu'en fonction du besoin, on va calibrer. D'accord. Il y a des besoins où on doit créer, parce que ça, on a de la main-d'œuvre, de la ressource nécessaire. Il y a des besoins où il faut aller apprendre, voir comment les autres font, venir et adapter. Il y a des besoins où il faut aller acheter le produit, le mettre en exploitation le temps que vous créez. C'est ça qui nous permet de rattraper le retard. Parce que s'il faut attendre que nos ingénieurs créent tout, ben on va encore prendre 10, 15, 20 ans. Okay? Or, la démarche, il faut faire une démarche mixte. Ce n'est pas seulement une démarche de dire il faut tout créer. Non, on fait une démarche mixte. On a des startups qui ont déjà des solutions dans des domaines bien spécifiques. Ces startups-là, il faut les mettre, il faut les valoriser. Okay? On a des startups qui consomment, qui sont des représentants d'autres solutions innovantes. Mais ces startups-là, il faut voir comment on peut utiliser, parce que la finalité, c'est comment le Gabon utilise toute cette technologie-là pour faire un boom. D'accord. Madame Dikin, on parle de start-up, on parle d'investissement. Je pense aux incubateurs. Ces environnements dont on nous parle souvent, où on est censé aller acquérir une certaine connaissance, et même, on va dire, qui peut favoriser la croissance des entreprises. Mais on apprend que le taux de réussite est de moins de 50%, c'est-à-dire qu'une grande partie de ceux qui vont dans les incubateurs, la grande majorité n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque intellectuel, c'est-à-dire peut-être qu'on est gabonais, mais disons-le nous, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la connaissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de connaissances, ou alors c'est peut-être le mécanisme qui a été mis sur pied qui n'est pas bon, parce que là on n'est plus dans la théorie, on est en train de vouloir changer totalement de paradigme au Gabon. On a eu le Gabon Economic Forum, on veut transformer le manganèse localement, on veut faire pareil pour le faire. Il va falloir qu'on puisse se mettre à niveau. Vous qui les côtoyez potentiellement, que ce soit dans vos structures ou ailleurs, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, pour reprendre, vous avez parlé des incubateurs. Oui. Alors, vous avez dit les incubateurs ont un taux de réussite de moins de 50%. À vrai dire, on est plus aux alentours de 10%. J'allais le dire, voilà. J'allais dire 10, mais je n'ai pas voulu aller si bas. Si. En réalité, la start-up a vocation à échouer. D'accord. L'accompagnateur, l'incubateur qui joue ce rôle-là de canevas pour accompagner la start-up, c'est l'accompagnateur qui va dire tu as le droit d'échouer, de recommencer, de rééchouer jusqu'à ce qu'on trouve la solution ensemble. Et lorsque l'idée de base, l'idée qui avait été incubée, échoue, ça ne veut pas dire que le projet est mort. Ça veut justement dire qu'il faut continuer et réorienter vers la solution. C'est pour ça qu'en fait, il faut que la PME, l'incubateur, soit en lien avec le terrain. C'est le consommateur, c'est le terrain, c'est l'institution publique qui va être le client en fait, de ce produit. Et il ne faut pas s'en détacher. Souvent, ce que les PME font, c'est qu'elles ont une idée et en fait, elles estiment que ce sont les populations ou l'acheteur, le client potentiel qui va s'adapter à cette idée-là. Or, en réalité, c'est l'inverse. C'est l'acheteur, le consommateur final qui oriente la consommation et l'évolution du produit. Si on part sur une idée et qu'on échoue, ça ne veut pas dire qu'en fait, la PME est vouée à l'échec. Ou qu'on a un problème de compétences, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas parce qu'on est au Gabon qu'on a un problème de compétences. Au contraire, il y a énormément de talents, mais qui ne cherchent qu'à se déployer, qui ne cherchent qu'à être reconnus pour se structurer. Et c'est là aussi où on a beaucoup d'accompagnants, on a beaucoup de personnes qui essayent de jouer ce rôle-là, moi notamment, c'est-à-dire d'accompagner les structures dans leur encadrement financier, leur encadrement de gestion, la gouvernance, parce qu'on a aussi un problème de gouvernance, la bonne gouvernance, les valeurs éthiques qui vont aussi être autour du produit final. La solution, elle peut être innovante, elle peut être technologique, elle peut être, comme a dit mon collègue, venir d'ailleurs
et avoir cette petite touche locale. Mais on peut, à vrai dire, trouver des solutions en local, les développer et avoir cette capacité de dire ça ne répondait pas aux besoins, mais si elle est là, c'est qu'elle a le potentiel de trouver son chemin. Et le financement vient en accompagnement de ce soutien-là. D'accord. Vous avez parlé de la Silicon Valley. À la Silicon Valley, on a des incubateurs testeurs, c'est-à-dire qu'on prend des projets qui sont, on appelle ça en phase d'idéation, on les stresse, on les met en situation de crise, on pousse l'idée au maximum pour savoir jusqu'où elle est capable d'aller. Et ce sont ces environnements-là, ce sont ces plateformes-là qui sont des plateformes d'accompagnement technologique qui vont permettre en fait à la PME, à la start-up de se déployer. La start-up, elle est risquée, je vous l'ai dit. Si le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est qu'elle échoue. Et elle est comme ça de nature. C'est sa nature. Sinon, on n'appelle pas start-up, on l'appelle société, grand groupe et autres. Mais si on l'appelle start-up, c'est qu'elle a vocation à se heurter à des problèmes. Vous voulez réagir, oui. M. Polombani? Oui. J'aimerais compléter en fait sur ce sujet. Je pense qu'il manque un autre élément, un autre environnement aux incubateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les incubateurs, ils sont là pour prendre des idées à la base et puis sur 1 an, 2 ans, 3 ans, essayer de mûrir l'idée. Mais la question qu'on se pose, après ces 3 ans, l'entreprise qui a été incubée et qui veut maintenant réellement se lancer dans l'activité, qu'est-ce qu'elle devient? Où elle va? Et c'est la majorité, on va dire, c'est le problème que beaucoup d'entreprises, PME, gabonaises ont. Vous avez des entreprises qui ne veulent pas aller dans un incubateur parce qu'elles ont déjà des clients. Elles ont 1, 2, 3 clients. D'accord. Mais elles doivent encore chercher le loyer. Elles doivent chercher l'argent pour payer l'électricité. Elles doivent chercher l'argent pour faire la comptabilité, etc. etc. C'est-à-dire leur problème n'est plus au niveau de la solution. Mais leur problème, c'est au niveau du fonctionnement de tous les jours. Voilà pourquoi dans d'autres environnements, on parle de coworking, de hub coworking, parce que là, en fait, c'est des entreprises qui ont déjà des solutions, qui ont déjà des clients. Mais il faut juste débarrasser tout ce qu'il y a autour comme stress pour que ces entreprises deviennent performantes. Et ça, malheureusement, au Gabon, c'est ce qui manque. On a beaucoup d'incubateurs, oui, mais le reste de la population, des entrepreneurs qui veulent déjà être sur le terrain parce qu'ils ont déjà la capacité, ils n'ont pas de soutien, de structure par rapport à ça. Oui, allez-y, avant qu'on aborde le dernier point, oui. Ok, en fait, ce qu'il dit, c'est très intéressant parce qu'en réalité, là, on parle d'un potentiel client. C'est-à-dire qu'il a dit il y a des PME et des startups qui ont déjà 2-3 clients, mais en fait, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'en fait, ce n'est pas suffisant pour exploser, pour atteindre la taille critique. On a un sujet, c'est les grandes entreprises qui, aujourd'hui, malheureusement, préfèrent encore partir à l'étranger, chercher leurs startups et leurs innovations, plutôt que de faire confiance à la start-up gabonaise. On peut parler de partenariat local, c'est-à-dire ceux qui sont déjà assis devraient collaborer avec ceux qui sont en train de démarrer. En fait, il y a différents degrés. Il y a la grande société, il y a la PME qui est en phase de seed, en phase vraiment de déploiement, et il y a la start-up qui démarre. Et en fait, cet écosystème-là doit communiquer et doit s'entraider. Mais pourtant, on a une chambre de commerce, on a potentiellement... Trop grand. On a potentiellement ces gens qui communiquent entre eux. Pourquoi on n'a jamais pu se mettre ensemble, comme vous le dites? En réalité, c'est une volonté, je dirais, politique de faire... C'est l'État qui devrait mettre les entreprises ensemble. Dans les pays comme les États-Unis, c'est impossible. C'est des entreprises qui sont censées pouvoir elles-mêmes, parce qu'elles sont indépendantes, j'aimerais qu'on puisse se comparer aux États-Unis, mais il faut qu'on... L'idéal, c'est de séparer l'État des entreprises. Sinon, on est dans le communisme et c'est l'État qui pilote tout. Non, je n'ai pas dit en fait que l'État devrait piloter. En fait, c'est une volonté d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chambre de commerce va mettre en relation les PME aux grandes sociétés qui sont actuellement dans le Gabon. D'accord. Il faut éviter justement de se comparer aux grands États tels que les États-Unis et l'Europe. Parce qu'on n'est pas en Europe, on est en Afrique avec nos réalités locales. Il y a des modèles qui ne peuvent pas se reproduire en Afrique. On a besoin de pilotage. Votre dernière intervention, on est arrivé au terme de l'émission. Il nous reste 1 minute. Une dernière information, c'est un élément qui peut changer au Gabon en 2-3 mois. C'est ce qu'on appelle des 2-3 mois. 2-3 mois. Pas 2-3 ans. Je pèse mes mots. D'accord. 2-3 ans. Allez-y. 2-3 mois. C'est ce qu'on appelle des start-up d'État. Start-up
d'État. Vous adhérez donc à ce qu'elle vient de dire sur... C'est pour compléter ce qu'elle a dit. D'accord. Vous savez, les grands donneurs d'ordre des grandes entreprises ont du mal à faire confiance aux PME, aux start-up, parce que les PME et les start-up n'ont pas, on va dire, la preuve de ce qu'elles savent faire. D'accord. Okay? Parce qu'il faut demander qu'est-ce que vous avez déjà fait, vous avez travaillé où, avec qui. Et ça, généralement, comme ils ont 2-3 petits marchés, ce n'est pas toujours évident. En Occident, en Europe principalement, ils ont créé le concept de start-up d'État. C'est-à-dire une administration qui veut se digitaliser, qui veut mettre en place un outil simple, ne va pas aller chercher ailleurs. Elle va prendre une start-up locale, ils vont faire un partenariat PPP, et elle va travailler avec ces start-up pour qu'elles produisent le résultat. Ce qui fait qu'à la fin, la start-up gagne déjà sa vie parce que l'administration, il y a un modèle économique derrière qui permet à la start-up de vivre. Et deux, la start-up a de l'expertise qu'elle peut prouver aux grands donneurs d'ordre. Donc elle sort de là, elle peut développer son modèle simplement. Ensuite. Voilà. Dernier mot pour vous, oui. Voilà, le débat est tellement intéressant, il y a tellement à dire. Malheureusement, 26 minutes, ça passe très vite. C'est ça. En fait, pour compléter, c'est le statut à l'étranger, on appelle ça statut de champion. C'est-à-dire qu'on va délibérément, l'État va délibérément identifier un groupe de PME, de jeunes PME, et leur donner le statut de champion avec les avantages que ça peut comporter et notamment la crédibilité pour intégrer des marchés compliqués, des marchés déjà matures, avec justement le partenariat public-privé. D'accord. Nous comprenons qu'il y a plein de pistes que l'on pourrait justement explorer avec l'État et avec les entreprises. Merci d'avoir été avec moi sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Madame Malika Gado-Dikin, vous êtes vice-présidente finance de Tech 241 et vous êtes Monsieur Holden Riley Opolo Mbani, fondateur et directeur général de Ubil Technology. Merci à vous. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci également à vous d'avoir été connectés pour ce débat du 12-15. À très bientôt. Au revoir.